La Révolution française, 10 ans de folie, de changements radicaux, d'espoir aussi. Mais la grande question, c'est comment on passe de tout ça à un empire, avec un seul homme, Napoléon Bonaparte, aux commandes. C'est cette bascule, un peu folle quand on y pense, qu'on va explorer aujourd'hui. On a regardé pas mal d'analyses sur les raisons de son ascension fulgurante. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre ce virage historique majeur. Alors oui, révolution vers empire, allons-y. Eh bien, tout commence avec une France qui est épuisée, en fait. Vraiment épuisée. Après la chute de la monarchie, 92, l'exécution de Louis XVI en 93, le pays cherche un nouveau cap, une stabilité. On a d'abord la Convention, jusqu'en 95, période marquée par la terreur, Robespierre, une répression très dure qui laisse des cicatrices profondes, évidemment. Et le régime qui suit, le directoire, ça n'arrange pas vraiment les choses. Si on entend souvent parler de corruption, d'instabilité, c'était ça. Exactement. Le directoire, donc de 1795 à 1799, c'est faible, c'est miné par la corruption. Oui, et puis constamment menacé. D'un côté, les royalistes, qui veulent le retour du roi. De l'autre, les jacobins, plus radicaux. En gros, le pays est fatigué de ses luttes internes. Il y a une vraie aspiration à l'ordre, à quelqu'un qui remette les choses en place. Ce vide politique, c'est une aubaine. Un vide politique et en même temps une pression extérieure énorme avec les guerres. Tout à fait. Le chaos intérieur et la menace extérieure, ça coïncide. L'Europe monarchique a peur de la Révolution, donc elle attaque la France. Et c'est là, sur le plan militaire, que Napoléon va se faire un nom. D'abord la campagne d'Italie, 1796-97, des victoires spectaculaires. Lodi, Arcole, Rivoli. Ça forge sa réputation. Et il s'est déjà très bien communiqué, hein. Ah oui, il ne se contente pas de gagner, il travaille son image. Comme pour l'Égypte après. Précisément. L'Égypte, 99-99, bon, militairement, c'est plus mitigé. Il y a la défaite navale d'Aboukir, un coup dur. Mais il y a aussi la bataille des Pyramides, une victoire terrestre qu'il met en scène brillamment. On connaît sa phrase, probablement apocryphe mais géniale, « Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent ». Ça montre son sens de l'histoire, quoi. Il devient ce héros militaire. Le sauveur potentiel que beaucoup attendent. Voilà. C'est là qu'on voit son autre talent, la politique. Il sent bien la faiblesse du directoire, son impopularité. Alors il organise le coup d'État. Le fameux 18 Brumaire, 9 novembre 1799. C'est rapide, c'est audacieux. Il renverse le directoire et met en place le consulat. Et hop, il se retrouve premier consul. L'essentiel du pouvoir est entre ses mains. Il aurait dit « La révolution est terminée ». C'est fort comme déclaration. Presque « je suis la révolution » en fait. C'est exactement ça. Il se présente comme celui qui met fin au désordre, tout en consolidant certains acquis révolutionnaires, mais sous son autorité bien sûr. Et il comprend très vite que pour durer, il doit stabiliser le pays, réformer, construire un État solide. Oui, et là il lance des chantiers énormes. Le Code civil, par exemple, ça reste un pilier. Ah oui, le Code civil de 1804, un monument. Ça unifie les lois en France et ça a influencé des tas de pays. C'est un héritage majeur. Mais il n'y a pas que ça. Il réorganise toute l'administration avec les préfets, il crée la Banque de France en 1800 pour stabiliser la monnaie, et puis, très important, le Concordat en 1801, la paix avec l'Église catholique. Ça calme beaucoup de tensions. Donc il réorganise, il stabilise, il pacifie, il renforce son autorité et sa popularité en même temps. Tout à fait. Ces réformes structurent la France pour longtemps et le rendent indispensable en quelque sorte. Et là, le chemin vers l'Empire est ouvert. C'est l'étape logique, oui. Il a les succès militaires, le contrôle de l'État, une popularité réelle. En 1804, il se fait proclamer empereur des Français. Avec le fameux sacre à Notre-Dame le 2 décembre. Et ce moment incroyable où il prend la couronne et se la met lui-même sur la tête. Geste très symbolique, oui. Ça veut dire mon pouvoir ne vient pas de Dieu ou du pape, il vient de moi, de mes actions, de la volonté nationale telle qu'il l'incarne. C'est la fin officielle de la Première République. Une nouvelle ère commence. Donc, pour résumer un peu, l'instabilité immense après la Révolution a créé une sorte d'appel d'air pour un pouvoir fort. C'est une très bonne image, l'appel d'air. La Révolution, en balayant l'Ancien Régime, crée un vide et une angoisse. Et Napoléon, avec son génie militaire, son sens politique, et puis ses réformes qui ramènent l'ordre, eh bien il répond à ce besoin profond du pays. Il s'engouffre dans cet appel d'air et consolide son pouvoir. Mais alors, qu'est-ce que ça dit
de l'héritage de la Révolution, tous ces idéaux de liberté? Ça montre toute la complexité de l'histoire, hein. Les idéaux de 1789, la liberté, l'égalité, ils ont existé, mais ils ont aussi, en quelque sorte, cédé la place à un pouvoir très centralisé, très autoritaire. L'Empire napoléonien a gardé certains acquis, comme l'égalité devant la loi, avec le Code civil, mais il a aussi supprimé beaucoup de libertés politiques, c'est ce paradoxe. La Révolution porte des idéaux de liberté, mais le chaos qu'elle engendre peut mener à un pouvoir fort qui restreint ces mêmes libertés au nom de l'ordre. Ça laisse songeur. Oui, et ça pose une question qui dépasse Napoléon. Et est-ce qu'une révolution, en voulant abattre un pouvoir absolu, ne porte pas en elle, parfois, les germes d'un autre type d'absolutisme ou d'autoritarisme? C'est une réflexion sur l'équilibre toujours difficile entre liberté et ordre, surtout en période de crise. Une réflexion passionnante. Pour celles et ceux qui veulent creuser encore plus ces épisodes de l'histoire de France, il y a plein d'autres analyses et discussions sur la chaîne BRMX. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer.